à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre inscription et encore plus d'être là ce matin. Donc c'est vrai que le sujet du jour concerne, je dirais, plus ou moins tout le monde avec le contexte actuel. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, rapide présentation des interlocuteurs ce matin. Donc il va y avoir Christopher Potter qui est le fondateur de Sovision et qui est à l'origine du concept de la plateforme GoFast, dont on vous fera la démonstration tout à l'heure. Et il y a moi-même, Olga Dernovaya, je suis en charge de la gestion de projet et gestion du changement autour donc de la plateforme GoFast. Voilà. Et rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, GoFast, c'est une solution tout en un basée sur les meilleures technologies open source sur le marché et qui constitue aujourd'hui l'alternative la plus pertinente et open source donc à Office 365, SharePoint, Teams. Rapide mots sur pourquoi ce webinaire. Tout le monde parle de télétravail depuis le début de la crise, mais on a fait un certain nombre d'observations. On a fait un constat, c'est que le télétravail ne doit pas juste se résumer à un accès VPN vers un serveur de fichiers, des centaines d'emails et des pieds joints jamais lus, et par-dessus rajouter une couche de webconférence ou un chat, voilà, donc des réunions webconférences interminables. Dans ce contexte, d'autant plus, avec le télétravail qui devient un massif, en fait, tout simplement, l'idée, c'est d'éviter de se jeter aussi de se précipiter vers des solutions GAFAM. Donc, on voulait absolument vous faire découvrir ce matin une plateforme, comme je disais encore une fois, souveraine et une alternative qui est vraiment pertinente à ces solutions GAFAM que vous connaissez tous. Petit mot de Christopher Potter, notre président. Je sais pas si... Oui, donc Olga a fait une bonne introduction. Donc moi, je vais juste dire un mot peut-être plus stratégique. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, Donald Trump va être réélu. Et il faut voir que c'est pas lui qui va éviter les guerres commerciales. Et on a eu déjà un petit aperçu avec TikTok, avec Huawei qui a été interdit de redistribuer Android. Et donc, on va dire les technologies deviennent des batailles planétaires. Il y avait déjà un avertissement il y a 2 ans avec le vote du Cloud Act aux États-Unis par le Congrès, qui fait que toutes les données dans un data center américain, n'importe où dans le monde, peuvent être réquisitionnées. Et donc voilà, ça ne va pas s'améliorer, on va dire, ces prochaines années. Il est impératif que l'Europe propose des solutions alternatives. C'est vraiment stratégique et il y va presque de la survie de l'Europe ces prochaines années. Il y a 50 ans, on a réussi à faire Airbus conjointement. Dans le digital, c'est vraiment le désert complet. Donc voilà, c'est les dernières années, on va dire, où il est possible de redresser la barre. Et bienvenue de nouveau à tous et bon webinaire. Merci Christopher. On va juste faire 3 slides un peu théoriques pour que vous sachiez en fait les problématiques qu'on a identifiées et le sujet vraiment du webinaire concrètement. Et après, on va très vite passer à une démo. Donc, première slide, comme je disais, un peu théorique, c'est un constat. Comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'aujourd'hui, les outils les plus répandus pour le télétravail, on observe, donc il y a, comme je disais, toujours le serveur de fichiers, avec par-dessus donc un accès VPN, puisque on rarement comme ça en direct. Dans conditions normales, donc là en télétravail, c'est exponentiel. Et souvent aussi, on est obligé d'utiliser un PC pro qui est configuré donc par le SI. Donc le jour où on n'a pas son PC pro, on peut plus en fait travailler. Autre chose, aujourd'hui aussi, on a d'autres outils avec les évolutions dans les usages, les évolutions dans les technologies. Donc, on a des webconférences et du chat collaboratif. Donc, voilà globalement les principaux outils qu'on utilise aujourd'hui pour télétravailler. Et petit rappel que le document, c'est le support vraiment principal de partage d'informations dans les organisations. Déjà, qu'en temps normal, on passe énormément de temps. Donc là, par exemple, 30% du temps est perdu donc à rechercher du contenu. On consacre à peu près 5 heures par jour, je parle des cadres plutôt, au traitement des emails et pièces jointes. Et 60% donc du temps, il est consacré à travailler sur les documents. Donc, il faut vraiment pas oublier que le document, c'est le support central aujourd'hui pour le travail et le partage d'informations.
Voilà, donc pour résumer, si on reste dans ce fonctionnement de serveur de fichiers, email pièce jointe, plus par-dessus on rajoute du chat webconférence, au final ça ne marche pas, déjà que ça atteint ses limites en temps normal, et en télétravail en fait on finit en burn-out, pour faire simple. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc voilà, pour le deuxième constat, c'est pourquoi justement le serveur de fichiers messagerie et par-dessus donc le VPN, qu'est-ce que ça peut justement poser comme souci. Donc je reviens encore une fois sur le trop de pieds jointes et d'emails. C'est vraiment une des sources principales des erreurs et des pertes de temps. Voilà, parce que ça amène justement à des doublons de fichiers, des erreurs des versions. On revient sur le fait que donc on perd du temps à rechercher ces documents et ces informations, et encore une fois, le jour où on les trouve, on n'est pas sûr d'avoir la bonne version. Voilà. Ensuite, le fait que le serveur de fichiers soit pas accessible par des externes. Alors, je vais juste expliquer cette partie-là. Déjà que c'est pas évident quand, comme je disais, il faut un VPN, il faut un PC pro configuré pour accéder à son serveur de fichiers sur le réseau interne en général. Pour le travail avec des externes, ça devient encore plus compliqué. Puisque eux, je pense qu'ils n'ont jamais accès ou très rarement accès au réseau interne et au serveur de fichiers. Et il est également impossible de suivre tout ce qui est ajout, modification sur un serveur de fichiers. Donc, je précise, pour faire simple, il est très difficile de travailler ensemble en équipe sur les mêmes documents si on ne sait pas vraiment ce qui se passe et qui met à jour quoi et qui envoie quel message. Ensuite, je reviens aussi sur l'histoire du mail, mais gérer les tâches et éventuellement des processus par email, c'est juste impossible en fait, parce qu'on a beaucoup trop d'erreurs, on n'a pas de rappel, c'est pas cadré, et très vite on a des oublis et des délais dépassés. Ouais, et petite réflexion aussi un petit peu, peut-être, je sais pas si vous avez trouvé ça drôle ou pas, mais comment aujourd'hui on fait signer des parapheurs papier ou qu'on traite ses courriers papier via un VPN à partir du moment où la poste ne fonctionne plus à 100%, où il va falloir 3 mois pour se renvoyer le parapheur papier à tous les signataires. Voilà, ça c'est typiquement le genre de questions qu'on va se poser parce que encore une fois, le télétravail, ce n'est pas juste faire une réunion, une webconférence, c'est bien au-delà. Ensuite, voilà, on a listé les problèmes. J'allais dire, c'est peut-être la partie la plus simple. On s'est dit quel type de questions il faut qu'on se pose en fait pour améliorer le collaboratif et le télétravail. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment accéder de manière très simple. Et comment on va faire cet accès simple à tout son environnement de travail depuis n'importe quel poste. Donc, ne plus être dépendant d'un poste pro, pour faire simple, sans risque de sécurité pour autant. Deuxième question, comment avoir tous ces outils à portée de main sans rien avoir à installer, hein. Ça rejoint un petit peu la question 1, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir être libre de son poste, pouvoir être libre d'installer quoi que ce soit sur le PC. Comment est-ce qu'on crée et comment on coédite, comment on co-construit en fait ces documents, les fichiers Office avec ses collègues. Donc là, voilà, déjà que c'est pas toujours évident quand on est tous au bureau, réunis, c'est encore plus compliqué quand chacun est chez soi. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour respecter ces processus de validation? Encore une fois, gérer un processus de validation, vérification par email, c'est d'anarchie pure, en fait, si je peux me permettre. Et puis ensuite, aller bien sûr jusqu'à la signature. Voilà, je reviens à la fin sur la signature, puisque l'idée, c'est de pouvoir traiter les documents de A à Z, hein, donc de la création, coédition, co-construction, jusqu'à la signature, éventuellement légale, si besoin, et imaginons un contrat. Et enfin, je reviens à ce que la plupart des gens considèrent comme étant le télétravail, c'est comment tenir des réunions et comment échanger en direct, en live, comme si on était côte à côte. Voilà. Donc ça, c'est les 6 questions principales, je dirais, qu'on a identifiées.
Alors concrètement, comment faire? Vous savez toutes et tous qu'il existe quand même pas mal de solutions aujourd'hui de communication, de réseaux sociaux d'entreprise, d'échanges. Encore une fois, pour vraiment télétravailler avec efficacité, il faut avoir une approche assez globale. Il faut une solution qui est tout en un, ou du moins qui évite de se disperser, qui évite l'effet collection d'applications. Là, on va passer donc à la démonstration de la solution GoFast Digital Workplace. Alors, j'ai préparé un scénario qui est en fait, je pense, assez réaliste. En réunion de service, en fait, je suis là avec mon équipe et nous devons traiter un ordre du jour, puis rédiger ensemble le compte-rendu, qui va être un document de travail, le valider et puis faire signer la version finale PDF par la direction. Voilà pour le scénario qu'on va dérouler maintenant. Alors, je vais juste laisser peut-être 30 secondes de temps mort pour voir s'il y a des questions dans le chat. Non, d'accord. Voilà, donc là, normalement, tout le monde voit mon écran, en fait, qui est l'écran qui est un écran d'accueil. On voit un tableau de bord. Donc, je suis ce matin connectée avec un utilisateur de démo, voilà, qui s'appelle Sophie. Donc, à partir de maintenant, vous êtes plus dans le webinaire, en fait, vous êtes tous avec nous dans une réunion de service. Voilà. Donc, moi, Anne, agent Sophie, je me connecte sur le tableau de bord et je vois sur ce tableau de bord certaines tâches à venir dans la tâche de réunion de service, justement, dans le délai et aujourd'hui, d'où la petite icône rouge. Voilà. Je vais pouvoir cliquer tout simplement sur ces tâches pour aller voir le détail. Donc voilà, j'arrive depuis mon accueil sur la tâche que j'ai besoin de traiter. Je retrouve la nature de la tâche, les participants et je retrouve également des contenus liés, donc une réunion webconférence et un compte rendu en docx. Voilà, il y a déjà 2 contenus qui sont rattachés à ma tâche. Et puis là, j'ai en fait un certain nombre de cases à cocher dans une to-do list. Donc l'idée ici, c'est qu'en fait, l'ordre du jour, il est ici présenté sous forme de cases à cocher. Comme ça, au fur et à mesure que nous allons dérouler l'ordre du jour, nous allons pouvoir cocher les éléments. Donc, comme je suis sur ma tâche, eh bien, je lance directement la webconférence. Alors là, on va partir du principe qu'on est déjà dans la webconférence, puisque vous êtes déjà tous là connectés. Et puis, on va pouvoir maintenant aller sur le document de travail. Donc voilà. Alors, quand on est en présentiel, tous autour d'une même table en réunion, souvent on observe déjà le fait qu'on prend des notes chacun de son côté et quelque part ça fait perdre du temps par la suite pour la partie consolidation, voilà, relecture, etc. Là, l'idée, c'est que non seulement on est tous en réunion à distance en webinaire, mais on va en plus pouvoir tous éditer, coéditer le même document en même temps et même voir en temps réel tous ensemble, via le partage d'écran, la co-construction de ce compte rendu de service. Donc là, je suis sur la page du document. Alors je précise quand même parce que là, en fait, on voit le document. C'est un docx. Ici, vous voyez, voilà, le format du fichier est un docx. Et je voulais aussi vous préciser que, voilà, on voit la catégorie et puis là, il est en état brouillon. Et ensuite, aussi une petite parenthèse sur le fait que ce compte rendu a été créé depuis un modèle. Donc ça, voilà, moi la veille de la réunion de service, j'ai préparé depuis le modèle partagé le compte rendu que nous allons corriger. Voilà, je vais tout simplement maintenant coéditer. Donc, comme on disait tout à l'heure, une plateforme tout en un, pas une bibliothèque d'applications. Ça veut dire que quand je suis sur mon document, en un clic, je vais pouvoir rentrer dans le document et le coéditer. D'ailleurs, vous voyez à l'écran que Yelena, ma collègue, a été plus rapide que moi, en fait. Elle a déjà ouvert avec OnlyOffice ici et on voit le petit verrou rouge qui est apparu. Donc, comme ça, je sais déjà qu'il y a une personne en édition dessus. Voilà, donc, je vais rejoindre Yelena. Alors, bon, histoire d'être
que ce soit plus pratique, on active le mode de suivi de mode révision, un suivi des modifications. Donc là, actuellement, dans ce document, nous sommes 2 avec Elena et nous allons pouvoir coéditer. Donc alors là, je vois que d'ailleurs, c'est qui ici? Je vois qu'Elena, elle est en train de renseigner la date, par exemple. Moi, je vais pouvoir ici mettre l'objet. Donc, par exemple, le sujet. Donc, voilà, on va pouvoir tous coéditer ensemble dans le même fichier en suivant les modifications, en faisant des commentaires. Et encore une fois, non seulement vous pouvez coéditer tous en même temps, mais en plus, tout le monde voit vraiment le document se co-construire. Alors, je vais juste faire un petit commentaire. Alors, ajouter un commentaire. Merci de détailler. Voilà. Alors, ça peut paraître quelque part assez classique, hein, c'est une suite Office collaborative. Par contre, je reviens sur les problématiques que nous avons énoncées tout à l'heure. Je n'ai eu besoin d'installer rien du tout sur le poste. J'ai accédé à la plateforme GoFast Digital Workplace via une simple URL, un login, mot de passe. Et quand j'ai besoin d'éditer un document, même si je suis sur mon PC personnel en télétravail, imaginons, je n'ai pas besoin, encore une fois, d'installer quoi que ce soit. En un clic, je peux éditer un fichier DocX, un fichier Excel, un fichier PowerPoint, sans avoir installé quoi que ce soit. Alors, on va maintenant sortir du document, tout simplement. Voilà, donc on va fermer ici. Et Elena va également sortir du document. Alors voilà, je vois que le verrouillage a été mis à jour, que le document a été versionné, parce que nous avons fait des modifications. Donc là, c'est pareil, hein, quand on parlait tout à l'heure des problématiques liées aux pièces jointes, au partage par email et au travail sur un serveur de fichiers, les doublons et erreurs de version sont vraiment un facteur de manque de productivité flagrant. L'idée, c'est que quand on a un document, peu importe combien de versions il a, tout est centralisé. Chaque fois qu'on modifie le document, il y a une version qui se crée. Comme ça, quand on arrive sur le document, on est sûr que c'est la bonne version. Alors, par contre, j'ai un zoom un peu grand. Excusez-moi. Voilà, c'est pas mieux. Comme ça. Donc, nous avons coédité un document avec ma collègue Elena. On va partir même du principe que vous avez tous participé à la coédition puisque nous sommes tous dans la même réunion de service. Donc, je vais pouvoir actualiser ici l'aperçu. J'ai la petite icône qui est devenue rouge. Et maintenant, je peux voir l'aperçu donc de mon document qui est en version 1.1. Et cette version, elle est indiquée ici. Voilà, donc je vais pouvoir voir d'ailleurs toutes les versions du document. Et si besoin, je peux en un clic télécharger n'importe quelle version précédente, au cas où il y a eu un souci. Maintenant, j'ai besoin de partager un message autour de ce document. Plutôt que d'envoyer un email et rattacher le document, encore une fois, le support principal, c'est pas l'email. Le support principal de traitement de l'information, c'est le document. Donc, il est quelque part paradoxal d'utiliser le mail et d'associer en annexe, j'allais dire, une pièce jointe plutôt que l'inverse. Le document est au centre, donc je vais tout simplement faire un commentaire sur mon document plutôt que de faire un message auquel je vais rattacher le fichier. Donc, bonjour. Je vais mettre demain matin. Donc voilà, j'ai écrit mon message tout simplement et je valide. Voilà, et il est rattaché au document. Imaginons quelqu'un a envie de me répondre, eh bien il aura juste à cliquer ici sur réponse.
Donc, si on a un peu de temps à la fin là du webinaire, je pourrais vous montrer ce que ça peut donner sur un vrai document de travail où on centralise les échanges depuis plus de 2 ans, par exemple, et à quel point c'est, j'allais dire reposant, en un clic, d'avoir le document et tout l'historique des échanges en une fois. Alors aussi, pour information, si jamais j'ai besoin là j'ai fait un commentaire et ce commentaire il reste toujours attaché au document. Par contre, imaginons j'ai besoin, je sais pas moi, d'envoyer un message comme ça à la volée à certaines personnes, je vais pouvoir ici dans le chat. Et encore une fois, toujours à portée de main. Je n'ai pas quitté mon document. J'ai toujours la page du document, j'ai toujours l'historique à côté, j'ai toujours toutes mes actions d'édition, si besoin ici. Et en un seul clic, je déroule le chat et là, je vais pouvoir voir ce que nous avons échangé récemment et discuter en temps réel. Donc, il y en a de même ici. Par exemple, si j'ai besoin de naviguer dans l'arborescence documentaire, je vais pouvoir ici naviguer dans mon arborescence et aller sur d'autres documents si besoin, en un clic. À partir du principe que la journée est finie, en fait, la réunion est finie, le document, je le relirai demain matin, comme j'ai noté en commentaire ici. Voilà, donc en fait, je pars tout simplement, voilà, je ne suis plus connectée et le lendemain, quand je reviens au bureau, je me dis voilà, j'ai un compte rendu à finaliser, à mettre propre et à demander une signature après à ma direction. Donc il faut que je retrouve mon compte rendu. Bon, je vais faire comme si il n'était pas ici dans mes derniers contenus vus. Je vais faire comme si je n'avais pas de rappel de ma tâche réunion de service qui est en cours et à laquelle j'ai accès en un clic. Et je vais faire comme si je n'avais pas accès à mon espace de travail, direction système d'information, par exemple, voilà la direction dans laquelle se trouve le document. Je vais faire comme si tous ces raccourcis qui me permettent quasiment en un clic ou 2 clics d'aller sur mon document, comme si je ne voyais rien. J'ai besoin de rechercher mon document. Je vais taper compte rendu. Alors, compte rendu service. Donc voilà, bon, il y a 3 mots-clés. Effectivement, il n'y en a pas 2, mais voilà. Donc j'ai tapé compte rendu de service. J'ai pas besoin d'aller vérifier où se trouve mon document, en fait, dans quel dossier, quelle arborescence. Je le retrouve tout de suite en tapant mes mots-clés. Et il est ici d'ailleurs. Voilà. J'ai le modèle qui ressort au début, le modèle que j'avais utilisé justement pour créer le document de travail. Donc, je vais retourner sur mon document. Je vois qu'entre-temps, entre hier soir, j'allais dire, et ce matin, j'ai des commentaires non lus. Donc, je vais cliquer et je vais aller voir. Voilà, j'ai Mohamed et Irina qui m'ont répondu à mes commentaires. Donc, distribuer des petits points. Mon document, c'est toujours un docx, c'est mon document de travail. Donc, je le relis. Je me dis, voilà, il y a peut-être ça n'a pas été précisé. Donc, je vais mettre par exemple, merci de préciser le sujet. Donc, j'ai fait une annotation, par exemple, sur mon document, qui en fait, voilà, une annotation contextuelle, excusez-moi. Je retrouve d'ailleurs ici ma note. Alors, si vous voulez bien, on va faire abstraction du fait qu'il n'est pas complètement beau, qu'il y a du texte de révision, mais on va partir du principe que tout est fini, que mon CR a été relu, que j'estime en tant que chef de service qu'il peut être validé en tant que tel, et je vais créer une publication. Voilà, une publication, c'est quoi? Pour faire simple, l'idée, c'est de pouvoir séparer le document de travail d'une version finale qui va être partagée de manière plus large. Donc, je vais cliquer sur créer ma publication et je vais ici choisir transformer en PDF.
Parce que bon, je compte demander après une signature, vaut mieux que ça soit quand même un PDF. Je vais cocher conserver les informations d'origine et je vais définir comme version majeure le document d'origine, c'est-à-dire le document de travail. Et ensuite, je vois que l'emplacement de mon document de travail du DocX est présélectionné pour ma publication PDF ici. Sauf que ma publication PDF, il va falloir que je la partage en fait avec un espace de travail qui est transversal. Donc là, vous voyez en fait ici l'emplacement actuel de mon document de travail. Mais pour la publication, je veux également le mettre dans un groupe transversal pour la Direction générale des services, où tous les services partagent les comptes rendus finaux des services. Voilà. Donc j'ai rajouté un deuxième emplacement. Ça peut paraître anodin, j'ai juste coché une case, hein, mais là l'idée c'est de pouvoir partager avec toute une autre équipe, tout un autre service, un document sans qu'il y ait un doublon. Tout le monde aura accès toujours à la même version. Voilà, donc j'ai créé ma publication, je suis automatiquement redirigée vers la page de publication. On va retrouver l'aperçu du document ici. Par contre, c'est plus un Word, là c'est bien un PDF. Voilà, si par exemple ici je reclique pour éditer, je ne peux plus éditer avec OnlyOffice puisque c'est une suite Office, voilà, pour vous donner un exemple. Mon document PDF maintenant, il est fini, il est validé, sauf que il me faut une signature. Voilà, donc je vais ici pouvoir lancer un processus. Tout à l'heure, hein, quand j'ai commencé le scénario, je vous ai montré ce qu'on appelle une tâche collaborative, une tâche Kanban, pour ceux qui connaissent cette approche. Voilà, pour faire ça, merci Christopher, c'est Trello-like. Donc, il s'agit de faire des listes de tâches de manière collaborative sans avoir de contraintes de hiérarchie dans le processus, en fait. Par contre, quand on demande des signatures, quand on demande des validations officielles d'un document, rien ne vaut un vrai processus qui va nous imposer de respecter les étapes dans l'ordre prédéfini. Donc, qui va correspondre, bien sûr, aux besoins métiers. Donc, je vais lancer ici un processus. Alors, je vois que là, il n'y a aucune tâche en cours et je vais cliquer sur nouveau et je vais pouvoir lancer le processus. Alors, à partir de maintenant, je vais me permettre un petit écart. Je vais vous lancer une vidéo qui vous montre le module signature avec un partenaire YouSign qui permet de faire des signatures à valeur probante, des signatures fortes et nous sommes en train donc de travailler sur cette partie-là. Alors, je vous demande une seconde, le temps de lancer la vidéo. Alors, c'est parti un peu vite. Voilà, donc là, je repars du même document, en fait, publication, et je vais démarrer le processus. Donc, comme on a vu tout à l'heure, voilà, là, je clique sur le processus de mon choix et j'arrive sur le formulaire qui correspond à ce processus. Alors, je m'épose, je me permets encore un rappel, hein, il s'agit ici de quelque chose en version bêta. Donc, voilà, soyez indulgents, on va dire, si tout n'est pas aligné à la perfection côté interface, puisque c'est en cours de finalisation. L'idée, c'est vraiment de voir que je suis en train de lancer une demande de signature, valeur forte, ici sur mon document, sur la même plateforme où j'ai créé mon document depuis le modèle, sur la même plateforme où j'ai pu collaborer avec mes collègues. Voilà, j'en mets pause. En fait, là, précision aussi, j'ai sélectionné l'étape assigner une signature. Ensuite, je mets quel utilisateur. Là, j'ai sélectionné un utilisateur qui est interne, qui est mon vrai utilisateur, Olga Dernovaya, et je vais lui demander une signature avancée. On peut également faire des demandes de signature pour les externes. Il y aura quelques éléments en plus à renseigner, comme un numéro de téléphone, par exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir c'est pour ça aussi qu'on parlait des externes, ça veut dire vos partenaires, vos fournisseurs, potentiellement des clients avec qui vous échangez régulièrement des documents et qui n'ont pas accès à la plateforme.
Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de vous enfermer et d'obliger à acheter, j'allais dire, des comptes utilisateurs. L'idée, c'est que vous ayez une plateforme de travail qui vous permette à la fois de travailler en interne, mais aussi de partager avec les partenaires externes. Et là, pour la signature, vous pourrez, en 3 champs, voilà, nom, prénom, email enfin 4 champs, pardon, téléphone, envoyer une demande de signature viable à des partenaires. Alors, je reprends la suite de la vidéo. Voilà, donc là, je sélectionne juste une petite option pour savoir où je veux apposer ma signature. Voilà. J'ai soumis ma demande et maintenant, donc je vois que le workflow, donc le processus de signature a été lancé. Alors, pareil, hein, pour ceux qui l'auraient remarqué, ici, automatiquement, donc je reviens juste un peu en arrière. Voilà, en fait, automatiquement ici l'état va changer puisque le processus, le workflow lui-même va piloter en fait ces éléments-là. Voilà, je remets play. Voilà, donc l'état du document va évoluer au fur et à mesure que les signatures seront appliquées. Quand on est sur la page du document, qu'on soit assigné une tâche ou pas, hein, tous ceux qui ont accès à ce document, quand ils vont arriver dessus, ils vont voir qu'il y a un processus en cours dessus. Voilà, vous avez vu cette icône rouge avec des petits trous crantés qui dit qu'il y a un processus en cours. Donc ça, c'est première chose, hein, on se connecte, on est au courant. Autre chose, que ce soit en interne ou en externe, on est notifié par email, là, pour le coup, mais 0 pied jointe. Hein. On n'est pas là pour dire qu'il faut interdire l'email. Hein. Au contraire, l'email doit plutôt retrouver sa place initiale d'email, mais plus de pieds jointes, en fait, par pitié, parce que les pieds jointes, c'est vraiment ce qui crée les erreurs. Donc là, je vais vous montrer la notification. Encore une fois, c'est en cours de finalisation, d'où certains mots encore en anglais. Mais l'idée ici, c'est de voir que voilà, je reçois ma notification qui m'indique clairement qui m'a assigné une demande de signature. Je vois le message initial, je vois le bouton pour me dire voir les documents et exécuter la tâche. Si après je veux, j'ai l'historique un peu plus détaillé en dessous quand je scrolle là en bas et j'ai le lien donc aussi vers les documents. Et en fait, il n'y a plus jamais aucun document qui sort de la plateforme. Tout est partagé sous forme de lien et audité. Hein, je précise pour ceux qui ont la sécurité à cœur, effectivement, là, peut difficilement faire mieux. Voilà, donc quand je suis sur la page du document, en tant que Olga, je remets pause parce que pour que vous compreniez bien, hein, là, au début de ma démo, j'étais avec le utilisateur Sophie. Hein. Maintenant, là, je suis passée à Olga. C'est Olga qui a reçu la notification de demande de signature. C'est Olga qui est connectée aujourd'hui là en tant qu'utilisatrice sur la plateforme. Et donc, elle a cliqué depuis l'email sur effectuer la tâche. Elle arrive sur le document et elle voit donc la tâche qu'elle a à traiter. Voilà, c'est assez simple. Hein, signer CR, le lien vers le document, les dates, et date de lancement, date d'échéance et le bouton. J'ai cliqué là sur le bouton signer. Et encore une fois, je rappelle que dans le module de signature là qu'on intègre à la plateforme GoFast, c'est un module de signature YouSign. Voilà, là ce que vous voyez en fait, c'est l'historique. Quand est-ce qu'on a démarré donc le processus et les éléments qui ont été échangés, le commentaire. Et au cas où j'ai besoin de vérifier, et bien sûr le bouton pour signer. Alors attention, précision, j'ai demandé une signature avancée. Et une signature avancée, c'est pas juste une terminologie au hasard, c'est une signature dans laquelle on exige la pièce d'identité et une vraie pièce d'identité, hein, parce que là, si j'avais mis un faux, ça aurait pas marché. Donc, pour signer là, je mets ma vraie carte d'identité. Ma carte d'identité est en cours de chargement et de vérification. Voilà, donc j'ai chargé la pièce d'identité. Je dois, encore une fois, c'est une réglementation légale, parcourir tout le document et l'annexe, puisqu'en fait, il y a un annexe qui explique la valeur de la signature. Hein. Bon, c'est un annexe à passer là. Conditions générales en fait de YouSign hein, pour la signature.
Voilà, donc je scrolle, j'ai vu tous les documents et je vais pouvoir signer. Là, je rentre le code que je viens de recevoir par SMS, je signe et le document, voilà, est signé. Donc bon, j'admets que faire signer un compte-rendu d'une réunion de service avec une signature avancée, c'est peut-être un petit peu exagéré. Voilà, c'est un petit peu détourné, on va dire, par rapport à un scénario réaliste. Et c'était vraiment pour vous montrer que là, que ce soit un compte-rendu de réunion, que ce soit un contrat, que ce soit une facture à traiter, un marché public ou un rapport, vous pouvez traiter ici, que vous soyez en télétravail ou au bureau, vous pouvez traiter le document de A à Z depuis un modèle jusqu'à la signature de la version finale. Et là, ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est pour ça que je montre ici, quand on est sur la page du document, en fait, il y a des commentaires qui sont créés automatiquement pour dire justement que la personne, elle a signé. Comme ça, si dans 6 mois, je reviens sur le document, je vais voir que le 0311 à telle heure, il y a eu une signature. Alors, je vais revenir sur le profil de Sophie, celle qui a initié la demande de signature. Donc, quand j'arrive en tant que Sophie sur la page du même document, je vois l'icône aperçue à actualiser. Je descends, je retrouve la signature d'Olga. Je retrouve les commentaires. Voilà, donc qu'on soit côté Olga, qu'on soit côté Sophie, on a les mêmes informations, le suivi, les échanges. Donc voilà pour le scénario, il est pile poil 12h15. On a vraiment fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui d'un point de vue scénario. Pour ceux qui auraient 1 minute de plus, en fait, je me permettrai de revenir ici sur la présentation, hein, pour voilà, donc c'est mon document. Alors il est déjà en édition. Alors, donc en fait, pour je dirais un petit peu les mots de la fin, hein, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, mais GoFast Digital Workplace, hein, comme vous venez de voir, d'un point de vue scénario d'usage, il y a beaucoup de choses, hein, et en plus on a été très synthétique. Mais c'est pas juste un concept d'usage. Christopher, je pense que tu peux justement revenir sur ce sujet-là. Je vais faire la conclusion. Hein. Ça, c'est une partie de la synthèse de pourquoi choisir une plateforme comme la nôtre. Donc le premier, on va dire, élément, c'est que oui, il existe des alternatives à Office 365 Teams. Oui, vous l'avez vu déjà peut-être là tout de suite, c'est plus puissant. On va jusqu'à de la signature légale IDES, hein, donc la nouvelle norme européenne de signature, qui est tout à fait approuvée devant les tribunaux européens. C'est pas directement d'Office 365, je peux vous l'assurer. Le deuxième point important, c'est que vous avez une plateforme avec GoFast, hein, vous avez une plateforme dédiée en SaaS souverain ou on-premise, donc vraiment vous savez où sont vos données, vous n'êtes pas soumis au Cloud Act. C'est vraiment votre plateforme, c'est pas une plateforme partagée. Le troisième point, c'est l'open source. Hein. Pour certains, c'est important. L'open source a une très très forte traction ces dernières années et ça accélère. Ça vous permet une forte pérennité. Hein. GoFast est basé sur les composants open source les plus connus du marché et avec un développement très important. C'est plus ouvert pour ceux qui doivent sortir de Google, pour ceux qui doivent sortir de SharePoint. Ils doivent savoir de quoi je parle. C'est pas forcément simple. Il y a une vraie volonté des GAFAM d'avoir ce qu'on appelle du lock-in. Hein, donc, vous verrouillez dans une technologie. L'open source est évidemment par définition plus ouvert. Et puis le dernier point, on rentre dans une crise majeure. Hein, tout le monde le sait. Les budgets vont être contraints, de plus en plus contraints, et donc on a une solution qui est 5 à 10 fois moins chère que nos amis des GAFAM, et donc dans des budgets qui vont devenir de plus en plus serrés, c'est très important. On peut aller même jusqu'à, avec GoFast, envisager la suppression totale d'Office, par exemple. Donc quand vous faites ça multiplié par des centaines de postes, il y a des gains financiers très importants à la clé. On a quelques clients qui l'ont fait, c'est faisable, et donc ça va vous permettre de diminuer vos budgets d'une façon très importante. Voilà.
Alors, je vais également montrer la slide d'après pour que vous ayez une petite idée de nos utilisateurs, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas spécialement une stratégie, mais on a énormément de comptes dans le public, puisqu'en fait, dans le secteur public, il y a une vraie volonté, effectivement, d'aller vers de l'open source et des solutions européennes ou françaises. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Mais on a également des comptes privés, notamment Botanique qui est en fait qui est notre premier compte, qui nous fait confiance depuis nos débuts, hein. Voilà. Et pour les comptes publics, on a un certain compte qui démontre notre crédibilité, notre savoir-faire et la valeur de notre plateforme GoFast. Si je cite par exemple l'AIFE, hein, qui est l'agence informatique financière de l'État, juste pour ceux qui connaissent Chorus, il faut savoir que toute la documentation, les spécifications du logiciel Chorus sont aujourd'hui, depuis des années, hein, je crois 4-5 ans maintenant, traitées sur la plateforme GoFast dans le cadre de workflows assez avancés. Donc voilà, on a également de plus en plus de départements, de régions et de villes qui commencent voilà, à s'équiper de la plateforme GoFast. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vais voir s'il y a des questions particulières et s'il y a besoin qu'on reste un petit peu plus longtemps pour répondre. N'hésitez pas, Christopher, Yana, si vous voyez des questions que je cite à l'oral pour tous. Alors je sais qu'il y a oui. La question sur la sécurité de la connexion. Oui, pour le jeu, oui. Alors, on a beaucoup de nos clients utilisateurs, comme vous avez vu, c'est des grands comptes. On fait des couplages avec l'annuaire interne d'APAD pour que ce soit l'annuaire interne de l'organisation qui gère tout ce qui est mot de passe. Donc, il y a une délégation, il y a du SSO qu'on met en place également chez nos clients. Donc, je ne sais pas si ça précise suffisamment ou si quelqu'un veut préciser, Christopher. D'accord. N'hésite pas à le dire à l'oral. Oui, non, grosso modo. Alors, attendez, parce que les questions arrivent dans le chat, là. Je vais ouvrir aussi, je vais regarder. Alors. Sur la limite des fichiers, je ne sais pas si c'est en taille ou en nombre de caractères, Microsoft n'a toujours pas réussi à supprimer la limitation des 256 caractères ou 240 caractères dans Office. Donc on subit aussi un petit peu cette partie-là. En termes de poids des fichiers, après, il n'y a pas forcément de limite. Il faut juste charger les contenus sur la plateforme GoFast que vous faites. On a des prestations de migration, de serve fichiers, de GED, etc. Dans certains cas, c'est des vrais projets. Quand vous devez migrer 1 Tera de données sur GoFast, c'est un vrai projet. Et ça défile, donc on va essayer de regarder la suite. Il y a une question sur le fait que Office a dans certains cas plus d'outils, mais dans d'autres, quand on vous l'a montré, moins. Sur les formulaires, donc GoFast embarque Bonitasoft, qui est un moteur de workflow, qui lui-même aussi embarque un moteur de formulaire. On a fait des choses très très puissantes là pour la région Occitanie, avec la dématérialisation des formulaires de l'action sociale. Donc il y a cette partie-là, elle y est. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors sur les prix, là, je vous propose qu'on le fasse peut-être hors réunion. Vous savez très bien, Microsoft et Google tout le périmètre de leurs offres. Donc tous les mois, il faut faire un benchmark. Google vient sympathiquement de changer radicalement sa structure de prix il y a 15 jours. Puisque maintenant tous les prix, on va dire, des écrans les plus bas de leurs offres, à 5 et 10 euros et 8 euros de mémoire, sont réservés aux entreprises maintenant de moins de 300 personnes. Donc toutes les pauvres entreprises qui sont au-dessus de 300 vont avoir des négociations contractuelles légèrement difficiles. On a calculé que dans certains cas, ça multipliait par 5 les prix. Et donc ça, c'est les GAFAM. Donc nous, on a fait des présentations aussi greffes. SAP l'a fait, Microsoft le fait, Google le fait. Des changements sauvages de tarifs. Et évidemment, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Mais donc voilà, donc pour répondre peut-être un petit peu plus précisément sur les comparatifs au niveau tarifaire, je vous propose de nous recontacter en dehors du webinaire. On peut faire des simulations un peu plus précises.
La documentation en ligne, eh ben, on a une documentation qui est en ligne. Voilà, je vois cette partie-là comme question. Sur ceux qui veulent mettre en œuvre la version community, on a des forums, donc n'hésitez pas à poser, à poser des questions dans les forums. Et puis. Juste Christopher, je voudrais préciser que après le webinaire, vous recevrez un email où vous aurez ces informations. Je mettrai donc le lien vers les forums, vers la doc en ligne, vers la community pour ceux qui sont intéressés par ces éléments-là. Peut-être quelques éléments de roadmap aussi. Donc, on va sortir une GoFast 4 début 2021. Donc, il y aura un look un petit peu plus modernisé, on va dire. Certains, des fois, nous disent, oui, mais ça fait un peu vieillot. Donc, voilà. Et en 2022, on aura une GoFast 5 qui va sortir avec pas mal de nouveautés. Je vais pas m'appeler ça là-dessus. Mais ce qui est important, c'est, voilà, nous, on se veut un peu le Red Hat du monde open source aussi, c'est-à-dire l'open source, mais avec du service autour. C'est-à-dire que vous n'êtes pas face à des briques open source comme ça tout seul. L'intégration de toutes ces briques est un travail énorme. La dimension sécurité, suivi des patchs, test des patchs est aussi un travail énorme que nous faisons. Et donc les DSI se retrouvent avec un interlocuteur, c'est-à-dire nous-mêmes, concernant la responsabilité du fonctionnement de la plateforme. Alors, création de réunion, tu vas répondre. Juste aussi, excusez-moi, je vous coupe parce que là, pour la création de réunion, il y a une chose que je voulais aussi préciser que je trouve super intéressante sur GoFast. C'est que là, la réunion que vous avez reçue, le lien, pour ceux qui ont fait attention, nous avons fait ce matin une réunion GoFast. J'ai créé ici une réunion directement depuis GoFast. Le lien que vous avez reçu est un lien de notre webconférence Jitsi intégré complètement dans GoFast sur nos serveurs. Donc, vous pouvez la programmer, mais il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir, depuis le chat aussi, lancer à la volée, en fait, les réunions. Donc ça, c'est très pratique. Soit vous programmez, soit en un clic, vous lancez à la volée. Par exemple, là, voilà, je suis dans mon salon de discussion qui est rattaché à la direction RH. Donc voilà, c'est l'espace de travail RH et ce salon sont liés. Je vais pouvoir ici démarrer en un clic avec les membres de ce salon de discussion une webconférence. Voilà. Donc ça, effectivement, je voulais préciser. C'est bon, je te laisse reprendre les questions. Sur les coûts aussi, je reviens un peu, mais en fait, on ne peut pas forcément comparer les coûts d'une plateforme qui vous est dédiée dans un hébergement souverain avec du GAFAM où vous partagez tout, quoi. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Sachant que dans les hébergeurs, donc on a 3 hébergeurs historiques. On a Céleste, Via, on héberge des GoFast depuis 2012. Plus récemment, un petit peu dans la période de panique, on va dire, du premier confinement, on nous a demandé d'instancier pas mal de GoFast chez OVH. Et là, plus haut de gamme, on va dire, on a aussi un partenariat avec Dassault Systèmes Outscale pour faire de l'hébergement jusqu'à du Secnum Cloud. Un Secnum Cloud, c'est une norme qui est basée sur l'ISO 27001, qui est certifiée par l'ANSSI pour les structures publiques qui ont besoin d'un niveau de sécurité plus élevé que dans un cloud classique. Alors oui, les signatures, ça coûte, je vois. Oui. Tout dépend de quel niveau de signature, mais oui, il y a un coût, effectivement. Donc YouSign, on a choisi YouSign juste parce qu'on peut pas utiliser, on n'allait pas proposer un connecteur avec DocuSign. On essaie d'être aussi, quand il y a un service SaaS qui est couplé à GoFast, évidemment de privilégier des solutions souveraines européennes. Donc YouSign, effectivement, il y a un coût, et qui, dans le cadre de signature avancée, n'est pas marginal. Donc ça coûte, mais enfin imaginez aussi le prix du papier, imaginez de signer, de faire circuler des documents en papier, donc ça a un coût aussi. Juste Christopher, aussi je voulais préciser qu'il y a YouSign, mais nous travaillons également avec un couplage avec Pastel iParafer de Libriciel. Donc je sais qu'il y a beaucoup de communes, de villes, voilà, qui sont utilisatrices de ce parafer-là. Voilà, donc les deux vont être disponibles dans GoFast. Ah oui, il y a une question intéressante sur l'hébergement. Donc le document évidemment signé revient dans GoFast et normalement doit être supprimé côté YouSign, parce que c'est ce qui est prévu là. On lance à la fin du mois ce module.
la signature, donc c'est EIDAS, EIDAS. C'est ce qui a remplacé tout ce qui était RGS et c'est un standard européen. Ah oui, je suis en train de répondre aux deux. Ah, excuse-moi. donc voilà, enfin bref, c'est comme elle l'a dit, donc ça c'est légal au niveau de toute l'Union européenne. Il y a la question sur la taille d'entreprise, de collaborateurs. Alors la taille d'entreprise, on est relativement petit, on fait à peu près 40 à 50% de croissance chaque année. L'année prochaine, on vise 1 million d'euros et on est entre 15 et 20, sachant que on recrute beaucoup. Voilà. Quand on arrive, on recrute. Alors plus en ce moment, ça devient plus facile de recruter. Donc voilà, mais en fait, ça c'est un chiffre un petit peu biaisé puisque en fait, on s'appuie sur des briques open source dans lesquels il y a des milliers de contributeurs. Donc d'ailleurs, on n'aurait jamais réussi à faire un produit de cette taille-là. On gagne à chaque fois face à des Microsoft, face à Google, pas trop, parce qu'on les voit pas forcément, mais face aux GAFAM, on gagne, et c'est parce qu'on a un produit qui est une taille très importante, et évidemment, c'est parce que il y a des milliers de contributeurs sur ces briques. Ouais, on n'aurait pas pu faire ce genre de technologie tout seul. D'ailleurs, je me permets de préciser que, par exemple, le chat qu'on a vu, qui s'appelle la technologie, c'est Element. C'est un chat qui est utilisé à la fois par l'État et par Thales. Toutes les briques qui sont sélectionnées, qui composent GoFast, sont éprouvées. La question sur si on doit échanger que des documents avec l'extérieur. Donc, si c'est des échanges fréquents, vous allez créer des espaces collaboratifs extranet avec ces personnes extérieures. Par exemple, ça peut être des cabinets d'avocats, des experts comptables, etc. Plutôt que de s'envoyer des mails. Il faut savoir que les mails, même en plus maintenant avec le RGPD, si jamais le mail tombe dans les mauvaises mains avec des données personnelles, vous êtes amendable. Donc le fait d'effectivement créer des zones extranet avec vos partenaires réguliers, c'est important. Et il y a une fonctionnalité aussi sur GoFast qui vous permet de partager un document avec une personne qui n'a pas de compte sur GoFast. Ça, c'est une fonctionnalité aussi très puissante qui va lui donner un lien de téléchargement dans un canal sécurisé, audité. Donc, dès que la personne a téléchargé le document, vous avez un accusé de réception. C'est complètement RGPD compliant. Et ça vous permet de partager facilement des documents avec l'extérieur. Oui, alors donc, je vois une question sur le cryptage. Donc, évidemment, tout est dans un canal HTTPS, donc crypté dans sa partie transit. Si jamais après on voulait discuter de ce qu'on appelle cryptage at rest, c'est-à-dire je vous propose de faire hors réunion, c'est parce que c'est un peu technique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez. Non, donc là, il y a une question sur l'import des documents. Donc, comme on disait, on a des prestations. Déjà, vous pouvez le faire vous-même si jamais il s'agit de petite volumétrie. Bien sûr, on peut cliquer, on peut faire un glisser-déposer de documents de votre PC, d'un serveur de fichiers directement sur GoFast. Je vais montrer. Donc ça, c'est faisable évidemment par nos utilisateurs. Si on parle de milliers de documents, on va dire. Après, nos clients, généralement, la plupart du temps, ils suppriment quasiment le serveur de fichiers. Et donc là, on parle de centaines de milliers de documents, de centaines de gigas ou téras de données. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet. Techniquement, ça demande un petit peu des outils particuliers pour injecter des documents en masse, etc. Donc voilà, c'est une prestation qu'on fait. Après, voilà, en fait, j'ai pas montré parce que c'était pas dans le scénario initial, mais l'idée de GoFast, c'est de pouvoir collaborer facilement. Donc, il faut pouvoir charger les documents en un seul geste. Et là, le glisser-déposer, je peux prendre un dossier, je peux prendre 15 fichiers, je fais un simple glisser-déposer entre mon explorateur sur mon PC, Windows par exemple, vers l'explorateur de fichiers dans l'interface web de GoFast. Là, pour la démo, je viens d'en mettre 2 à l'instant. Voilà, je pouvais en charger tout un dossier si je... Alors, il y a une question sur l'ouverture de la plateforme par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire là, l'import de documents sur des flux entrants. Bien sûr, donc GoFast, c'est basé, donc le cœur est une GED et Alfresco, et donc vous bénéficiez de tout l'écosystème technologique d'Alfresco, dont la norme CMIS, qui est une norme de GED, où là tous les éditeurs de logiciels sont à peu près mis d'accord. Mon Microsoft est un peu en retard sur des versions de CMIS, mais qui vous permet
de coupler des systèmes métiers externes à GoFast, à Alfresco, donc à GoFast. Donc effectivement, vous allez pouvoir injecter des documents, vous allez pouvoir rechercher des documents, etc. Et évidemment, il y a aussi, voilà, Olga va montrer un petit peu le diagramme d'architecture. Vous allez pouvoir aussi faire de la dématérialisation. On a fait des projets avec Abi qui vont vous permettre, qui permettent de dématérialiser des factures quand il en reste encore en papier. Là, on vient de faire un prototype avec de la LADRAD, hein, donc en plus les champs sont automatiquement reconnus, sont mis dans des formulaires de workflow, et donc voilà. Donc on a beaucoup de processus qui utilisent des briques externes dans GoFast. Olga vous a montré un workflow, mais on en fait de plus en plus pour nos clients, des workflows de gestion de courrier, des workflows de gestion de facture, de gestion de convention. Là, Occitanie, on va vous montrer donc les workflows de gestion des demandes d'aide sociale. Donc on crée de plus en plus de workflows pour nos clients. Je vais montrer le diagramme de workflow d'arrêtés préfectoraux pour donner une idée un petit peu de jusqu'où ça peut aller. C'est assez impressionnant. Alors sur le backup, donc là c'est du PRA, hein, donc là, ça défile. Donc ISO 27001, donc ça concerne plutôt l'hébergeur. Hein, donc les 3 hébergeurs que je vous ai cités sont ISO 27001. Sachant que j'ai pas cité Amazon, mais mais ça tourne aussi ça peut tourner sur l'Amazon aussi 27001. Et sur la backup, donc ça c'est du PRA, donc tout dépend ce que vous voulez en termes de temps de reprise. Généralement sur la couche de virtualisation, ce genre de choses. Par défaut, évidemment, la plateforme est backupée tous les jours. Enfin, ça c'est vous qui le faites si c'est un promise ou si c'est nous qui le faisons si c'est un de nos partenaires hébergeurs. Donc ça c'est pour la partie backup. Et après il y a la partie PRA, hein, c'est-à-dire que comme Olga l'a dit, on a que des clients assez importants, donc pour qui la plateforme GoFast est ultra critique. Donc évidemment il y a aussi la question PRA reprise en fait des activités. Je précise pour ceux qui l'auraient peut-être pas compris, mais on propose l'équivalent, voilà, tout ce que vous avez comme service dans un modèle SaaS, mais chaque client a sa plateforme dédiée à lui. Donc voilà, on n'est pas en train de parler d'un cloud mutualisé, c'est vraiment chaque client a sa plateforme sur son réseau ou chez son partenaire hébergeur. Pour la partie workflow, donc effectivement, vous pouvez prendre Bonita Studio et faire la modélisation de vos workflows, et après ces workflows sont injectés dans GoFast. Il y a des connecteurs aussi Bonita vers GoFast. Il y a plein de choses qui sont déjà pré-câblées. Sachant que nous, on a des développeurs certifiés, donc on a des gens qui finalement nous les commandent quand même. Mais voilà, mais vous pouvez le faire. Voilà, ça, le workflow que je vais montrer tout à l'heure, hein, c'est donc en fait c'est des formulaires de demande d'action sociale qu'on est en train de mettre en production. Tout ça, c'est géré par le moteur de workflow et va permettre à presque 6-7 000 agents en fait de faire des demandes d'action sociale auprès de la région Occitanie. Et le fait d'avoir les aperçus des documents qui sont concernés par le processus, et ces documents, hein, c'est pas juste une pièce jointe qui se balade comme ça, il y a une vraie gestion derrière des accès entre la personne qui fait la demande et à qui appartiennent ces documents et le service RH en charge de traiter les demandes. Donc il y a un partage et un suivi des versions, des mises à jour voilà, de ces documents. Il y a une question sur la volumétrie, mais c'est pas précisé si jamais c'est le nombre de documents ou enfin la volumétrie en taille on a des clients qui sont en train de se rapprocher du 1 million de documents là et dépassent le Tera. Donc voilà, et donc Alfresco, il y a des benchmarks à plusieurs millions de documents. Donc ça répond à peu près à la question. Je me permets de rajouter aussi, c'est que sur GoFast, hein, la recherche, on l'a montré très rapidement tout à l'heure, hein, mais la recherche, c'est vraiment clé. Et même avec beaucoup de documents, des dizaines, voire des centaines de milliers de documents, l'idée, c'est de pouvoir retrouver son fichier. Donc voilà, il n'y a pas qu'une question de performance, il y a aussi toutes les fonctionnalités derrière. Ouais. Ça c'est important. Le moteur de recherche, on a gagné même des appels d'offres là-dessus, hein, face à Documentum notamment. Et puis SharePoint n'était pas très bon en moteur de recherche. On a fait beaucoup de R&D autour de la partie recherche.
30% du temps des cadres est perdu généralement à chercher de l'information. Donc le moteur de recherche est souvent oublié dans le choix des outils. Donc là, je vous montre pour ceux qui regardent encore mon écran, j'ai accès en tant qu'Olga à presque 20 000 documents. Là, je vais taper 2 mots-clés webinaire télétravail, tout simplement, et je vais voir ce que ça ressort. Voilà, je retrouve tout de suite ma présentation PowerPoint de tout à l'heure. Je vais retrouver la réunion. Voilà, donc je retrouve tous les éléments en lien, même si les mots-clés ne sont pas dans le titre, par exemple. Enfin là, en l'occurrence, mais voilà, si je vais un peu plus loin après. Donc ça, c'est vraiment clé. D'autres questions? À quoi correspondent les options de recherche? Alors, en fait, on n'aime pas trop spécialement promouvoir le fait d'avoir beaucoup de métadonnées spécifiques, puisque en fait, au final, ça complexifie la gestion documentaire parce que personne ne les saisit correctement au fil du temps. Donc là, j'ai fait une recherche avec 2 mots-clés. Imaginons, je ne trouve pas du tout mon document. Eh bien, les métadonnées associées à ces documents, que ce soit métadonnées associées automatiquement ou manuellement, vont pouvoir me servir de filtre et d'options. Donc ici, si je mets par exemple recherche stricte, je vais restreindre, je vais rendre en fait toute la chaîne obligatoire, je vais restreindre ma recherche. Donc au lieu d'avoir 500 résultats, là j'en ai plus que 48. Voilà. Et si par exemple maintenant je veux, je sais pas, je sais que le format de fichier que je recherche est un PowerPoint, par exemple, eh bien ou une carte, voilà, je vais carte, donc une tâche à la Trello. Donc voilà, j'ai filtré, j'ai tapé webinaire télétravail et ensuite j'ai filtré par format pour dire je cherche une carte tâche, et tout de suite j'ai 9 résultats et je retrouve tout de suite ma tâche, une vraie tâche, voilà, qui était d'organiser ce webinaire. Voilà, créateur, espace partagé, etc., date de création, modification, voilà. Et je sais pas si ça répond à la question. Oui, là, il y en a une qui est retombée un petit peu dans le même genre. Donc, effectivement, on ne recherche que dans les espaces collaboratifs où on a des droits. Voilà. Et la question complémentaire. Alors, les droits sur les dossiers de partage, donc effectivement, peut-être qu'on peut montrer la gestion d'un espace collaboratif. Oui. Ça, c'est important aussi. On a essayé de simplifier la gestion des droits. Dans le cadre du RGPD, la gestion des droits devient vraiment quelque chose de très critique. Les DSI veulent se débarrasser de la gestion des droits. Et donc, GoFast, on a essayé de faire quelque chose de très simple dans la gestion des droits qui peut être délégué au métier. C'est-à-dire que chaque responsable d'un espace collaboratif métier va pouvoir gérer les accès très facilement. Et sera donc responsable des contenus. C'est pas une anecdote parce que c'est un peu dramatique, mais il faut se rappeler quand même que l'affaire Snowden était l'administrateur SharePoint de la NSA. Il avait accès à l'ensemble des documents. Il est parti avec tout et le scandale que vous connaissez. Sur GoFast, les administrateurs techniques n'ont pas accès au contenu. Et là, juste pour montrer, je suis Olga ici, je suis connectée avec mon compte, je suis sur l'espace qui s'appelle Marketing.com. Et si jamais j'ai besoin d'ajouter une personne ou une liste, voilà, on peut gérer en liste ou en utilisateur unitaire. J'ai juste en fait un clic à faire et rechercher l'utilisateur. Je veux modifier un rôle. Voilà, c'est assez simple. Je modifie le rôle de la personne. Il y a vraiment l'avantage de libérer aussi le métier. On est plus réactif. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas, Yana, si tu as d'autres questions que tu vois défiler. Il y avait juste après, il y a encore un degré de personnalisation des espaces. Alors, personnalisation des espaces, on parle de l'arborescence ou look and feel en fait? Alors, il n'y a pas de notion de module, c'est-à-dire que quand on arrive sur un espace de travail, que ce soit espace type direction, donc organisation, en fait, ça va être tout ce qui est direction, service. Groupe, ça va être tout ce qui est transversal, par exemple base de connaissances, courrier, facture, projet, voilà. En fait, chaque espace de travail va avoir ces onglets-là. Vous vous retrouvez ici.
Il y a que donc discussion, il n'est pas toujours activé pour tous. Il y en a certains qui vont se créer automatiquement. D'autres, vous pouvez le rajouter. Ici, si vous êtes administrateur, vous pouvez ajouter un salon de discussion, voilà, à cet espace. Mais il n'y a pas de notion de En fait, l'idée, c'est de pouvoir démarrer en une journée. En fait, la plateforme, techniquement, elle s'installe en une demi-journée. Et ensuite, l'idée, c'est de créer l'arborescence pour démarrer. C'est pas de passer 3 mois en fait à savoir quel module, quelle fonctionnalité ou ce genre de choses on va pouvoir ajouter. Voilà, on a besoin de gérer des tâches, on a ce qu'il faut, on n'est pas obligé. On a besoin d'un temps de discussion. Je vais aller sur notre espace. Peut-être montrer la page d'accueil. Alors là, juste c'était là-dessus. Voilà. Donc là, par exemple, imaginons je suis dans la direction service d'information, je vais retrouver les tâches de ce service, mon calendrier, les membres, donc qui a accès à cet espace et qui sont leurs droits, et ici la discussion. Voilà, donc il y a pas vraiment de notion de je vais ou pas afficher tel ou tel onglet, par exemple, sur l'espace. Après, il y a quelques subtilités. Par exemple, un utilisateur dit extranet ne pourra jamais être membre d'un espace type organisation puisque c'est réservé aux directions services. Donc là, ça serait pas cohérent. Voilà. N'hésitez pas dans le chat à préciser les questions si ma réponse n'est pas claire. Modèle d'arborescence préétabli, parce que justement, ça rebondit sur la question. Alors, on est en train de travailler dessus, justement, avec département, mairie, et avec des services d'archives. Voilà, pour tout ce qui est classement documentaire, sur le classement des archives de France. L'idée, c'est justement demain de pouvoir, à l'installation d'une GoFast, avoir un modèle d'arborescence déjà créé. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais bon, après, c'est très simple de créer les espaces, mais je comprends totalement la demande et on travaille dessus, effectivement. Bon, je sais pas s'il y a encore d'autres questions. J'étais Olga ici. Après, pendant que certains posent des questions là dans le chat, aussi, je voulais faire un petit retour d'expérience pour la première phase de confinement qu'on a vécu là en avril, mars, enfin mai, si je me trompe pas, une éternité. On a eu l'occasion d'énormément éprouver le chat, voilà, parce que là, on était vraiment en télétravail imposé. On s'est pas vu pendant 3 mois presque dans l'équipe, hors en webconférence. Voilà, petite anecdote, hein, c'est que le chat, c'est bien, ça permet d'avoir des échanges en temps réel, mais l'information échangée dans le chat, elle n'est pas pérennisée. Voilà, le chat n'est pas en soi un outil de productivité, c'est un outil qui va faciliter la communication, mais c'est pas un outil qui va vous aider à mieux fédérer, on va dire, le travail collaboratif. Voilà. J'en profite chez Microsoft. Enfin, ça devient complètement très difficile. Enfin, ça devient très difficile de suivre. Il y a des entrepôts maintenant documentés un peu partout dans les suites Microsoft. Il y a OneDrive, il y a SharePoint. Maintenant, les gens mettent dans Teams. Enfin, il y en a partout. Nous, on a vraiment une vue intégrée de la partie documentaire. Et donc, je pense que ça va s'aggraver encore parce que Microsoft met évidemment en avant beaucoup Teams. Et donc les gens se mettent à mettre des documents dans Teams comme ils mettaient des pièces jointes, mais pas forcément dans des entrepôts documentaires. Enfin voilà. Donc cette partie-là est très importante. C'est difficile de l'expliquer dans un webinaire assez court comme ça. Il y a vraiment une différence de philosophie très importante par rapport à Office 365, qui est une suite d'applications quand même pas très bien intégrées. Mais en fait, je veux dire, pour faire simple, pourquoi se compliquer la vie à devoir à la fois gérer des droits d'accès dans une arborescence, des droits d'accès à un outil de partage de messages, de chat, des droits d'accès à une webconférence, des droits d'accès à un outil de gestion de tâches ou de processus. Là, par exemple, les salons de discussion sont directement rattachés aux espaces de travail. Donc, il n'y a pas des personnes différentes entre les deux. Je suis dans mon espace de travail, que ce soit documents, tâches, processus, messages live dans le chat, ou les commentaires sur les documents,
il y a une vraie cohérence entre les éléments et on se disperse pas du coup. Bon. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Ouais, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. On n'a pas le nom par contre des personnes qui ont posé des questions. Je sais pas trop si ceux qui ont posé des questions, qui veulent approfondir les questions, etc. Donc, comme là, tout le monde n'a pas forcément mis son nom, prénom. Il faudrait nous envoyer un petit mail à la suite de ce webinaire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup et vous recevrez très vite un email de feedback et avec des compléments et après la vidéo du webinaire. Comme ça, vous pourrez faire des replays à volonté. Voilà. Merci. Merci à tous, à toutes. Au revoir. Bon appétit.